Personne ne l'a remarqué, jusqu'au moment où un rangé blessé a prononcé une phrase que nul dans la salle ne pouvait déchiffrer. 17 médecins se sont retrouvés impuissants. Et c'est la femme de ménage qui s'est avancée. Elle a murmuré un seul mot à son oreille et le soldat qui repoussait tout le monde s'est immobilisé d'un coup. Les chirurgiens ont reculé. L'agent de sécurité a lâché ses sangles. À cet instant, tout le service a réalisé « Cette femme n'avait rien à faire avec une serpillière. Ce qu'elle savait ne s'apprend dans aucune faculté. C'était enterré dans des dossiers que personne n'était censé ouvrir. » 21h, 8. Saint-Declan Trauma Center. Le genre de nuit où les néons bourdonnent un peu plus fort que d'habitude, comme s'ils sentaient en venir quelque chose. L'équipe de garde venait de boucler un accident de moto sans gravité. Les infirmières se rangeaient les manteaux et plateaux. Quelqu'un avait lancé un café dans le micro-ondes du poste de soins. Une nuit banale. C'est toujours dans les nuits banales que tout bascule. Les portes automatiques du sas d'entrée se sont ouvertes. Pas d'ambulance, pas de sirène, pas de brancard poussé au pas de course par des ambulanciers en sueur. Juste un homme, debout, seul. Il a franchi le seuil comme on entre dans une pièce qu'on connaît par cœur, le dos droit, les épaules verrouillées, la démarche régulière. Sauf que tout le côté droit de son treillis était noir de sang. Pas rouge vif, pas frais, noir, le sang de quelqu'un qui saigne depuis longtemps et qui a décidé que ça ne le concernait pas. Il a traversé le hall d'accueil sans regarder personne. 12 mètres. Les semelles de ces rangers laissaient entendre des empreintes sur le linoléum. Régulières sont comme des pas de métronome. La réceptionniste a levé les yeux de son écran et sa main s'est figée au-dessus du clavier. Elle n'a pas crié, elle n'a rien dit. Il y a des présences qui coupent en la parole avant même qu'on l'ouvre. Il a atteint le comptoir. Ses doigts se sont posés sur le rebord, lentement, avec la précision de quelqu'un qui calcule chaque geste. Puis ses genoux ont cédé. Pas un effondrement, pas une chute, un pli. Le corps s'est replié sur lui-même comme une structure qui accepte enfin la gravité et il s'est retrouvé à genoux sur le sol, le front contre le comptoir, sans un bruit. C'est le silence qui a déclenché la panique. Un homme qui hurle, on sait quoi faire. Un homme qui tombe sans un mot avec ce regard de quelqu'un qui a vu des choses que les vivants ne sont pas censés connaître, ça glace une salle d'urgence plus sûrement qu'un coup de feu. En moins de 40 secondes, 17 soignants l'entouraient. Le docteur Andretti, chirurgien traumatologue de garde, a surgi de la salle de repos en nouant sa blouse, les yeux encore plissés par la lumière. 2 résidents ont poussé un brancard. 3 infirmières ont convergé avec des plateaux de perfusion. Le protocole s'est mis en marche comme une mécanique huilée, sauf que la mécanique s'est grippée immédiatement. L'homme ne parlait pas, ne gémissait pas, ne répondait à aucune question. Ses yeux étaient ouverts, parfaitement lucides, et c'est précisément ça qui terrifiait tout le monde. Il n'était pas en état de choc, il n'était pas délirant, il était là, présent. Et il refusait chacun d'entre eux. Le premier résident qui a tendu la main vers son bras s'est retrouvé le poignet bloqué dans un étau. Pas un geste brusque, pas une saccade de panique, une interception. Nette, chirurgicale, instantanée. Le résident a reculé d'un bond, les yeux écarquillés, frottant son avant-bras comme s'il venait de toucher un fil électrique. Le docteur Andretti a tenté l'approche verbale. « Monsieur, vous êtes en sécurité. Nous devons examiner vos blessures. Vous êtes au Saint-Declan Trauma Center. Rien. » L'homme le regardait comme on regarde un mur, pas avec hostilité, avec absence. Comme si le médecin n'existait tout simplement pas dans le même plan de réalité que lui. Une infirmière a essayé par la gauche, voix douce, geste lent. Il a tourné la tête vers elle et l'a fixée. Juste fixée. Elle a reculé d'un pas, puis de 2, sans même s'en rendre compte. Il y avait quelque chose dans ce regard qui ne relevait pas de la médecine, quelque chose qui appartenait à des endroits où les blouses blanches n'ont jamais mis les pieds. Un agent de sécurité s'est approché avec des sangles de contention. Andretti l'a arrêté d'un geste. On ne l'attache pas. Pas dans cet état, pas comme ça. Il avait compris, au moins en partie. Cet homme n'était pas un patient ordinaire. La façon dont il avait verrouillé le poignet du résident, la façon dont il contrôlait sa respiration malgré une hémorragie visiblement massive, la façon dont ses yeux balayaient à dento la pièce sans quadrillage. Tout ça ne s'apprend pas à l'école de médecine, et tout ça ne se perd pas sur un brancard. Et puis il a parlé. Pour la première fois depuis qu'il avait franchi ses portes, mais pas en anglais, pas en français. Une phrase courte, rauque, arrachée du fond de la gorge. Du dari. Puis une autre, plus longue, en pachto, des mots que personne dans cette salle n'avait jamais entendus, dans des langues que personne ici ne parlait.
Un résident a sorti son téléphone, tapé la phrase phonétiquement dans un traducteur. Le résultat n'avait aucun sens. Du jargon militaire, pas du dari de manuel. L'anesthésiste a tenté sa chance en anglais, lentement, clairement, comme on parle à quelqu'un qui revient de très loin. L'homme a répété la même phrase en dari, exactement la même, comme un code, comme un mot de passe qu'il jetait dans le vide en espérant que quelqu'un, quelque part, le reconnaîtrait. Les moniteurs qu'ils avaient réussi à brancher à distance affichèrent un tableau qui se dégradait. Pression artérielle en chute, fréquence cardiaque erratique, saturation qui glissait. L'homme saignait, clairement, activement, et il ne laissait personne l'approcher. Et il parlait dans une langue que personne ne comprenait. Au fond du couloir, un bruit que personne n'écoutait. Le grincement métallique d'un seau à roulettes sur du linoléum, des pas souples, discrets, le frottement d'une serpillière contre le sol. Maria Delgado, 41 ans, équipe de nettoyage, shift de nuit, 3 ans qu'elle travaillait ici. 3 ans que le personnel passait devant elle sans la voir, la contournait comme un meuble, lui adressait au mieux un hochement de tête distrait. Son badge indiquait son prénom, rien d'autre. Personne ne lui avait jamais demandé son nom de famille. Personne ne lui avait jamais demandé d'où elle venait. Elle était le genre de personne qu'on ne remarque que lorsqu'elle n'a pas fait son travail. Le genre de personne dont l'invisibilité est si totale qu'elle en devient une forme de pouvoir. Maria avait entendu le chaos depuis l'aile sud. Elle avait entendu les appels, les pas précipités, les chariots qu'on pousse en courant, et elle avait entendu autre chose, la phrase Andari. Elle avait cessé de pousser sa serpillière. Ses mains s'étaient immobilisées sur le manche, les phalanges légèrement blanchies. Son visage n'avait pas changé, rien de visible. Mais quelque chose derrière ses yeux venait de se déverrouiller, comme une porte qu'on croyait murée et qui grince sous une pression qu'on n'attendait plus. Elle a repris sa serpillière, a continué à nettoyer. Mais ses gestes n'étaient pas plus les mêmes, plus mécaniques, plus lents, comme si ses mains faisaient une chose et son esprit en faisait une tout autre. Maria a posé la serpillière contre le mur du couloir, pas précipitamment, pas comme quelqu'un qui prend une décision, comme quelqu'un qui cesse d'en repousser une. Elle a essuyé ses mains sur son tablier de travail, ce geste machinal qu'elle faisait 100 fois par nuit, sauf que cette fois, ses doigts se sont attardés sur le tissu une demi-seconde de trop. Le genre de demi-seconde qui sépare une vie d'une autre. Elle a traversé le couloir en direction du trauma. Pas vite, pas lentement. À une cadence que personne dans cette salle n'aurait su nommer, mais que n'importe quel instructeur de combat aurait reconnu. Le pas tactique, celui qui couvre le terrain sans signaler la menace. Les portes battantes se sont ouvertes devant elle et la scène l'a cueillie dans sa totalité. Les 17 soignants formaient un demi-cercle impuissant autour du brancard. Le docteur Andretti avait les bras croisés, la mâchoire serrée, cet air particulier des hommes compétents confrontés aux limites exactes de leurs compétences. 2 résidents chuchotaient près du chariot d'intubation sans oser le pousser plus près. L'anesthésiste fixait les moniteurs comme si les chiffres allaient en finir par lui donner une solution. Et au centre de tout, l'homme, toujours conscient, toujours muet. Le sang qui imbibait les compresses posées à distance formait maintenant une flaque régulière sous le brancard, avec cette viscosité lente qui indique que le corps commence à puiser dans ses dernières réserves. Il a répété la phrase Andari, la même, pour la 5e ou 6e fois. Un code jeté dans le vide, encore et encore, comme un signal de détresse qu'on émet sur une fréquence que plus personne n'écoute. Sauf qu'à cet instant, quelqu'un l'écoutait. Maria s'est arrêtée à 3 mètres du brancard. Le docteur Andretti l'a vu le premier. Son regard est passé du tablier taché d'eau de Javel au seau qu'elle n'avait pas avec elle, et son visage a exprimé cette incompréhension agacée qu'on réserve aux gens qui ne sont pas à leur place. « Qu'est-ce que vous faites là ? C'est une zone de soins critiques. Sortez immédiatement. » Maria n'a pas répondu, n'a pas ralenti, n'a pas accéléré. Elle a continué d'avancer vers le brancard avec la régularité d'un métronome. Une infirmière lui a barré le passage à mi-chemin. « Madame, vous ne pouvez pas être ici. Je vous demande de quitter la salle. » Maria l'a contournée. Pas brusquement, pas en la bousculant. Avec un mouvement fluide latéral, d'une économie de gestes qui a fait froncer les sourcils à l'agent de sécurité posté près de la porte, parce que les femmes de ménage ne se déplacent pas comme ça. Personne ne se déplace comme ça, à part les gens qu'on a formés à traverser des espaces hostiles. Andretti a élevé la voix. « Sécurité, faites-la sortir. » L'agent a avancé d'un pas. Maria s'est arrêtée au bord du brancard. L'homme l'a vue. Pour la première fois depuis son arrivée, ses yeux se sont fixés sur quelqu'un. Pas à travers quelqu'un, pas au-delà, mais sur.
comme s'il venait enfin de trouver un point d'ancrage dans le chaos fluorescent qui l'entourait. Elle ne le touchait pas, elle ne souriait pas, elle ne montrait rien. Et puis elle s'est penchée, pas beaucoup, juste assez pour que sa bouche soit à quelques centimètres de son oreille, juste assez pour que personne d'autre n'entende. Un mot, un seul, Nightmare. Le son n'a pas porté au-delà d'1 mètre, mais l'effet a traversé toute la salle comme une onde de choc silencieuse. Le corps de l'homme s'est immobilisé, pas raidi, immobilisé. Toute la tension qui l'habitait depuis 23 minutes, cette raideur de combat qui tenait chaque médecin à distance, s'est dissoute d'un coup. Pas dans le relâchement, dans la reconnaissance. Ses yeux se sont agrandis. Sa mâchoire a tremblé une fois, une seule, la fissure la plus infime dans une forteresse d'entraînement et de contrôle. Et il a parlé. En anglais cette fois, d'une voix brisée qui ne ressemblait plus du tout à celle qui avait tenu en respect 17 personnes. Comment tu connais ce nom ? Maria n'a pas répondu en anglais. Elle a répondu en dari, de cette même phrase qu'il répétait depuis son arrivée. Mais dans sa bouche, les mots avaient un autre poids. Ce n'était plus un code lancé dans le vide, c'était une réponse. Le genre de réponse qu'on attend pendant des années sans jamais croire qu'elle viendra. L'homme l'a dévisagée. Ses yeux la parcouraient comme on lit un document classifié qu'on croyait détruit. Et d'un coup, quelque chose a cédé dans son visage. Pas un effondrement, une brèche. La reconnaissance d'un fantôme qui n'aurait jamais dû se tenir dans cette lumière. Ils ont dit que tu étais morte. Kandahar. Ils ont dit que personne n'était sorti du bâtiment. Maria n'a rien confirmé, rien nié. Ses yeux portaient quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'avait rien à faire dans un centre de traumatologie du New Jersey, quelque chose qui appartenait à la poussière et au sang séché et aux nuits sans lune d'un pays que la plupart des gens dans cette salle n'auraient pas su placer sur une carte. « Allonge-toi » a-t-elle murmuré. « Tu saignes plus vite qu'il ne le pense. » L'agent de sécurité s'était figé à mi-chemin. Le docteur Andretti avait la bouche entr'ouverte. Les 2 résidents se regardaient sans comprendre. L'infirmière qui avait tenté de barrer le passage à Maria reculait lentement, non pas par peur, mais par cette intuition animale qui vous dit que vous venez d'assister à quelque chose qui dépasse votre cadre de référence. Autour du brancard, le silence avait changé de nature. Ce n'était plus le silence de l'impuissance. C'était celui de la stupeur. Un résident a soufflé à l'oreille de sa collègue. Il l'a reconnue. « Tu as vu ? » Il l'a reconnue. Personne n'a répondu parce que personne n'avait de réponse. La femme de ménage que tout le monde ignorait depuis 3 ans venait de faire en 5 secondes ce que 17 professionnels de santé n'avaient pas réussi à faire en 20 minutes, et elle l'avait fait avec un seul mot. Andretti a retrouvé sa voix. « Qui êtes-vous ? Je veux une explication. Maintenant. Vous n'avez aucune autorisation d'être dans cette zone, et encore moins de toucher à mon patient. » Maria ne l'a pas regardé. Ses yeux étaient pointés déjà sur la blessure. Ses mains, les mêmes mains qui poussaient une serpillière 10 minutes plus tôt, se déplaçaient le long du flanc droit de l'homme avec une précision que rien, absolument rien dans son badge de technicienne de surface ne pouvait expliquer. Elle a décollé le bord de la compresse imbibée, lentement, méthodiquement, et ce qui est apparu en dessous a changé son visage. Pas beaucoup, pas de façon spectaculaire, un infime resserrement de la mâchoire, un plissement des paupières d'1/4 de millimètre, le genre de micro-expression que seul un autre opérateur aurait su lire. Et puis, elle a dit quelque chose qui a fait basculer toute la salle dans un territoire inconnu. Si vous croyez que les vrais héros ne portent pas de badge, abonnez-vous. Ce qui suit n'a jamais figuré dans aucun rapport. Calibre 7,62. Distance de tir, entre 680 et 720 mètres. Angle d'entrée, 14 degrés en pente descendante, de la droite vers la gauche. Le tireur était en surplomb, probablement un toit ou une crête naturelle, positionné entre 1 heure et 2 heures par rapport à la cible. La balle a pénétré sous la 3e côte flottante, exactement là où la plaque balistique latérale s'arrête. Exactement là. Elle avait dit tout ça sans lever les yeux, sans hausser le ton, sans la moindre hésitation. Comme on lit un texte qu'on connaît par cœur, sauf que ce texte-là était inscrit dans la chair d'un homme en train de mourir. Le silence qui a suivi n'était pas de l'incompréhension, c'était de la sidération. 17 personnes formées pour lire des blessures venaient d'écouter une technicienne de surface déchiffrer un impact balistique avec la précision d'un expert en médecine légale militaire. Le docteur Andretti a ouvert la bouche. La refermer, la rouverte. Comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça ? Ce n'est pas une question de savoir, a répondu Maria sans quitter la plaie des yeux. C'est une question d'avoir déjà vu.
Le résident le plus proche s'est penché pour regarder la blessure sous le même angle qu'elle. Il ne voyait que du tissu déchiré, du sang, du chaos anatomique. Maria voyait autre chose. Elle voyait une signature. Le projectile n'a pas traversé la plaque, a-t-elle poursuivi. Il est passé à côté. Et il s'est passé à côté parce que le tireur savait où elle était. Un tir à 700 mètres avec 14 degrés de déclinaison, ce n'est pas un coup de chance. C'est un calcul. Et ce calcul n'est possible que si on connaît la configuration exacte du gilet de la cible. L'anesthésiste a fait un pas en avant. Attendez. Vous êtes en train de dire que quelqu'un savait précisément comment il était équipé ? Maria n'a pas répondu à la question. Elle a dit autre chose, quelque chose qui s'adressait davantage à l'homme sur le brancard qu'au reste de la salle. 3 personnes au monde tirent avec cette signature. Cet angle, cette distance, ce placement. 3, et les 3 travaillent ensemble pour le même camp. L'homme sur le brancard l'a regardé. Quelque chose venait de se confirmer dans ses yeux, quelque chose qu'il soupçonnait depuis le toit où il avait pris cette balle, mais qu'il n'avait pas encore eu le courage ou la lucidité de formuler. Puis Maria a relevé la tête pour la première fois. Non pas vers Andretti, non pas vers les résidents pétrifiés, mais vers les moniteurs. La saturation en oxygène avait perdu 2 points pendant qu'elle parlait. La fréquence cardiaque devenait irrégulière par vagues, un schéma qu'un urgentiste aurait attribué à l'hémorragie, mais que Maria lisait autrement. « Ne le scannez pas, a-t-elle dit. Pas maintenant. » Andretti a tressailli. « On a besoin d'imagerie. C'est le protocole de base pour un trauma thoracique pénétrant. Si vous le mettez en décubitus dorsal pour le scanner, vous allez comprimer l'espace pleural droit. Il y a un épanchement gazeux sous tension. Le poumon droit est déjà partiellement collabé. Vous le couchez sur le dos, vous finissez le travail que la balle a commencé. Le silence, encore, pas le même. Celui-ci avait un goût métallique. Un des résidents, le plus jeune, celui qui avait tenté de traduire le Dari sur son téléphone, a vérifié les constantes et s'est retourné vers Andretti. Elle a raison. Le murmure vésiculaire à droite est diminué depuis l'admission. Les chiffres collent avec un pneumothorax compressif qui s'installe. Si on le positionne pour le scanner sans décomprimer d'abord, on risque un arrêt. Andretti a fixé Maria, pas avec colère, plus maintenant, avec quelque chose de plus inconfortable. La prise de conscience progressive qu'il se trouvait face à quelqu'un dont la compétence dépassait non seulement le badge qu'elle portait, mais peut-être aussi le sien. « Décompression d'abord », a dit Maria. Aiguille, deuxième espace intercostal, ligne médioclaviculaire droite. Ensuite drainage. Ensuite seulement, quand le poumon sera stabilisé et que ses constantes pourront encaisser le décubitus, vous faites votre imagerie. Elle a dit ça comme on énonce une évidence, pas comme un ordre, pas comme un défi, comme une succession de faits dont la logique était si limpide que la contestée aurait relevé de l'absurde. Andretti a hésité 3 secondes. 3 secondes pendant lesquelles toute la salle a retenu son souffle. Puis il a hoché la tête. Préparez le kit de décompression. Aiguille 14 gauge. Et je veux un drain thoracique prêt en relais. Maria a enfilé des gants, pas les gants épais de son équipement de nettoyage. Des gants chirurgicaux qu'elle a trouvés sur le chariot le plus proche sans même chercher du regard, comme si ses mains connaissaient chaque centimètre de cette salle par habitude sensorielle. Elle a nettoyé le site. Balayage antiseptique, rapide, précis. Le geste de quelqu'un qui l'a fait des centaines de fois dans des conditions infiniment pires que celle-ci. Le résident a préparé l'aiguille. Maria l'a prise. Andretti n'a pas protesté. Plus personne ne protestait. Elle a positionné la pointe au deuxième espace intercostal, exactement là où elle avait dit. Ses doigts n'ont pas tremblé. Pas un frémissement. À mon signal, a-t-elle murmuré à l'homme sur le brancard. Non, a-t-il soufflé. Oh tiens, je suis ta voix. Les médecins se sont regardés. Confusion, stupeur, quelque chose qui ressemblait au vertige de gens qui comprennent qu'ils ne comprennent pas. Maria a inséré l'aiguille, nette, contrôlée. Un sifflement d'air sous pression s'est échappé de la cavité pleurale, brutale comme un joint qui cède après avoir tenu trop longtemps. L'homme a inspiré, profondément. Pour la première fois depuis son arrivée, ses poumons se sont remplis véritablement. Les moniteurs ont répondu presque instantanément. Saturation qui remonte, fréquence qui se régularise, pression artérielle qui cesse de chuter. Il se stabilise, a soufflé le résident en fixant l'écran comme s'il assistait à un miracle. Il n'est pas stabilisé, a corrigé Maria en ajustant le débit d'oxygène. Il respire. Ce n'est pas la même chose. Elle a vérifié le drain, contrôlé le débit, repositionné le pansement occlusif. Chaque geste coulait dans le suivant, avec cette fluidité absolue qui ne vient pas de la formation académique, qui vient de la répétition. Du terrain,
des nuits passées à maintenir des gens en vie avec moins de matériel que ce que contenait le moindre tiroir de cette salle. Le ranger la regardait. Il ne regardait plus une femme de ménage. Il ne regardait plus une inconnue. Il regardait quelqu'un qui avait un jour marché dans les mêmes ténèbres que lui, qui connaissait les mêmes angles, les mêmes distances, les mêmes signatures, et qui avait survécu à tout ça pour finir ici, dans la lumière blafarde d'un hôpital du New Jersey, avec une serpillière et un badge sans nom de famille. « Tu as déjà vu cette signature » a-t-il dit doucement. Ce n'était pas une question. Maria n'a pas répondu. Elle a changé de gant, vérifié le drain une dernière fois, et son silence avait plus de poids que n'importe quel mot qu'elle aurait pu prononcer. L'homme sur le brancard a fermé les yeux. Pas de fatigue, de concentration. Comme quelqu'un qui rassemble les pièces d'un puzzle qu'il refusait de voir jusqu'ici. Quand il les a rouverts, son regard avait changé. La douleur était toujours là, la pâleur aussi, mais quelque chose d'autre venait d'émerger en dessous. De la colère, froide, structurée, le genre de colère qui ne monte pas au visage mais qui descend dans les tripes et qui y reste. « Mon gilet » a-t-il dit. « La plaque latérale droite. Je l'ai vérifiée avant la sortie. Procédure standard, contrôle visuel et tactile, je le fais depuis 9 ans, sur chaque opération. » Elle était en place. Bonne référence, bon poids, bonne texture. Et quand j'ai pris la balle et que je suis tombé, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais senti. Rien. Pas d'impact absorbé, pas de déformation, pas de résistance. La balle est passée comme si la plaque n'existait pas. Comme si j'avais du carton contre les côtes. Sa voix ne tremblait pas. C'était pire. Elle était plate, vidée, le ton de quelqu'un qui énonce des faits en sachant que chaque fait est un clou dans un cercueil qu'il n'a pas encore fini de construire. Andretti a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que vous dites exactement ? Que votre équipement était défectueux ?» L'homme n'a pas répondu au médecin. Ses yeux étaient léants sur Maria. Elle était en train de vérifier le débit du drain thoracique, les doigts posés sur le tuyau, le visage parfaitement neutre. Mais ses mains s'étaient arrêtées. 1/10 de seconde, peut-être moins. Le genre d'interruption que personne dans la salle n'a remarqué, sauf lui. « On a remplacé ta plaque » a dit Maria. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une hypothèse. C'était une constatation, prononcée avec la certitude de quelqu'un qui reconnaît un mécanisme parce qu'elle en a été le cobaye. L'homme l'a fixé. Long, intense. Et dans ce regard, il y avait cette chose terrible qui arrive quand un soupçon se transforme en certitude devant témoin. Maria a reposé le tuyau, s'est redressée. Et pour la première fois depuis qu'elle avait prononcé le mot « nightmare », quelque chose a changé sur son visage. Pas beaucoup, un resserrement imperceptible autour des yeux, un verrouillage de la mâchoire, le micro-mouvement d'une personne qui voit s'ouvrir devant elle une porte qu'elle avait murée de ses propres mains. Elle ne regardait plus la blessure. Elle regardait à travers, dans un endroit que la lumière fluorescente de cette salle n'éclairait pas. « Helmand » a-t-elle dit. « Il y a 4 ans. Opération de nuit en zone verte, au sud de Sanguin. J'étais médic d'une unité de reconnaissance. 8 opérateurs, insertion par hélicoptère, objectif à 11 km. J'ai vérifié mon gilet au point de ralliement. Même procédure que toi, même geste, même contrôle. La plaque était là. Bonne référence, bon poids. On a décollé. L'embuscade nous a pris à 3 km de l'objectif. J'ai reçu une balle dans le thorax gauche à 450 mètres. La plaque n'a rien arrêté. Quand on m'a évacué et qu'on a ouvert le gilet, il n'y avait pas de plaque. Il y avait un insert en résine, même forme, même épaisseur, même couleur, un leurre. Quelqu'un l'avait substitué entre le contrôle au point de ralliement et l'insertion. Un créneau de 40 minutes. La salle n'existait plus. Les moniteurs bipaient toujours, le néon bourdonnait toujours, quelque part une pompe à perfusion émettait son clic régulier, mais tout ça était devenu un décor, plus personne ne bougeait, plus personne ne prétendait comprendre. Le résident qui avait googlé le Dari avait le téléphone pendant au bout de son bras, écran éteint, les yeux fixes. L'infirmière la plus proche du brancard serrait un paquet de compresses contre sa poitrine, comme un bouclier. Maria a continué. 2 de mon groupe sont morts cette nuit-là. Le rapport officiel a parlé d'un défaut de l'eau. Un problème de fabrication, une série compromise, un incident industriel regrettable. Sauf qu'un défaut de l'eau ne touche pas un seul gilet dans un seul convoi. Un défaut de l'eau ne cible pas le médic d'une unité dont la mission venait d'être reclassifiée au niveau le plus élevé 3 jours avant le départ. Un défaut de l'eau, c'est du hasard. Ce qui m'est arrivé, c'est de la géométrie. Le ranger a dégluti. C'est la même signature, a-t-il dit. Sa voix était rauque, abîmée, mais ferme. Les mêmes gens. Maria a hoché la tête, une seule fois, lentement. Et il savait là que tu survivrais.
Parce qu'un opérateur de ton profil, avec ce type de blessure, à cette distance d'un centre de traumatologie, survit dans 70% des cas. Il ne voulait pas te tuer. Andretti a fait un pas en avant, les mains levées, Cochrane, comme pour ralentir un train. Attendez, attendez. Vous êtes en train de dire que quelqu'un a délibérément saboté l'équipement de protection d'un militaire en opération? Vous réalisez la gravité de ce que vous avancez? Maria l'a regardé. Pas avec mépris, pas avec impatience, avec la fatigue immense de quelqu'un qui a eu cette conversation dans sa tête des milliers de fois et qui sait que la gravité de ce qu'elle avance est exactement proportionnelle à la gravité de ce qui lui est arrivé. Je ne vous demande pas de me croire, docteur. Je vous demande de regarder la blessure. L'angle, le calibre, la trajectoire, le placement. Tout est signé. Et la signature dit que le tireur connaissait la position exacte de la plaque, ce qui signifie que le tireur savait qu'elle n'y serait pas, ce qui signifie que le tireur et celui qui a remplacé la plaque travaillent ensemble, ou travaillent non pour les mêmes personnes. Le ranger a tourné la tête vers Maria. Lentement parce que chaque mouvement lui coûtait, mais avec une détermination que la douleur ne pouvait pas entamer. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? S'il voulait me garder en vie, qu'est-ce qu'il voulait? Maria n'a pas répondu tout de suite. Elle a vérifié le drain, ajusté le pansement, contrôlé la saturation. Des gestes précis, méthodiques, qui lui donnaient le temps de choisir ses mots, ou peut-être le temps de décider si elle allait les prononcer. Puis elle les a parlé, et sa voix avait baissé d'un cran, juste assez pour que les mots restent entre elle et lui, même si toute la salle tendait l'oreille, dans un silence si complet qu'on entendait le bourdonnement électrique des néons. Ce n'est pas toi qu'il voulait, c'est moi, la balle était pour toi, mais le plan était pour moi. Il savait que tu te retrouverais ici. Il savait que tu refuserais tout le monde. Et il savait que je ne pourrais pas rester dans mon couloir en t'entendant parler d'Harry avec un poumon qui lâche. Le ranger l'a dévisagé. Quelque chose s'est effondré dans son regard. Pas la surprise, pas la peur, quelque chose de plus profond. La compréhension brutale qu'il n'était pas une cible. Il était un appât. Que la balle qui lui avait traversé le flanc n'était pas destinée à le tuer. Elle était destinée à la faire sortir. Tu es en train de me dire qu'on m'a tiré dessus pour te retrouver. Maria n'a pas scié. Je suis en train de te dire que les gens qui ont remplacé ta plaque sont les mêmes qui ont remplacé la mienne. Et que la dernière fois qu'ils ont utilisé cette méthode, c'était pour éliminer mon unité et me forcer à disparaître. Je suis en train de te dire que j'ai disparu. Pendant 4 ans, et que ce soir, en m'approchant de ce brancard, je viens de leur confirmer exactement ce qu'ils voulaient en savoir. Un bip plus aigu a percé le silence. Pas une alarme critique, un rappel de perfusion. Mais dans le climat de cette salle, le son a fait sursauter 3 personnes. Maria a corrigé le débit sans même baisser les yeux. De mémoire musculaire comme on respire. Andretti s'est passé la main sur le visage. Il avait l'air d'un homme dont la nuit de garde vient de basculer dans une dimension qu'aucun cursus de médecine ne prépare à affronter, et que la femme qui tient les réponses est celle à qui il demandait de quitter la salle 5 minutes plus tôt. Maria s'est retournée vers le drain, pas par nécessité médicale, par réflexe, le geste de quelqu'un qui a besoin de ses mains occupées pour empêcher le reste de trembler. Le ranger fixait le plafond, la respiration plus régulière depuis la décompression, mais le visage marqué par autre chose que la douleur, par la trahison. Ce mot qu'on n'utilise presque jamais à voix haute dans le milieu d'où il venait, parce que à voix haute, il devient réel, et réel, il devient insupportable. C'est Andretti qui a brisé le silence. Pas avec une question médicale, avec la seule question que son cerveau de civil pouvait encore formuler. Qui sont ces gens dont vous parlez? Maria n'a pas répondu. Parce qu'au même instant, son regard avait glissé vers la paroi vitrée qui séparait la salle de trauma du couloir principal, et ce qu'elle y a vu lui a fait relâcher le tuyau du drain d'un coup, comme si le plastique venait de chauffer. 2 silhouettes, de l'autre côté de la vitre, immobiles. Elles n'étaient pas là 30 secondes plus tôt. Elles n'étaient pas arrivées par le couloir des urgences. Quelqu'un les aurait vues passer le poste de triage. Elles étaient simplement apparues, de la façon dont apparaissent les gens qui ont accès aux entrées que les plans d'évacuation ne mentionnent pas. 2 hommes, costumes sombres, coupe sobre, la mise impeccable de gens qui n'ont aucune raison de se trouver dans un hôpital à 21h un soir de semaine. L'un tenait un ordinateur portable fermé sous le bras. L'autre avait les mains dans les poches, le corps parfaitement détendu, le regard fixe. Il ne regardait pas le brancard. Il ne regardait même pas les moniteurs, il ne regardait même pas les médecins, il regardait Maria. L'infirmière de triage les a remarqués la première. « Excusez-moi, messieurs, cette zone est interdite aux visiteurs.
Je vais devoir vous demander de retourner à l'accueil. Aucun des deux n'a tourné la tête, aucun des deux n'a bougé. Andretti a avancé vers la vitre, l'irritation et l'inquiétude luttant sur son visage. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans cette aile? C'est une zone de soins critique. La porte du couloir s'est ouverte une troisième fois. Un troisième homme. Celui-là avait un badge blanc, sans logo, sans code barre, sans photo. Juste un nom tapé en petites lettres noires et un mot en dessous. Aumônier. Pentagone. Il a souri à Andretti. Un sourire poli, calibré, le sourire d'un homme qui sourit pour vivre. Docteur, pardonnez cette intrusion. Je suis ici pour apporter un soutien spirituel à votre patient. Nous avons été informés de l'admission d'un militaire blessé et le bureau des aumôniers a dépêché notre équipe. C'était plausible, parfaitement plausible. Le genre de couverture lisse et sans aspérité qui ne laisse aucune prise au doute. Sauf que Maria avait cessé de respirer. Pas littéralement, mais ce souffle court, retenu, d'une personne dont le corps vient de basculer en mode alerte maximale sans que le visage ne trahisse quoi que ce soit. Ses yeux sont descendus. Pas vers le badge, vers les pieds, chaussures. Cuir noir, couture italienne, semelle fine, Ferragamo. Pas des chaussures de bureau, pas des chaussures d'aumônier, des chaussures de quelqu'un dont le salaire n'apparaît sur aucune grille de la fonction publique. Puis son regard est remonté au poignet. Montre. Boîtier noir, bracelet textile, cadran sans marque visible. Sunto, modèle tactique. Avec le bracelet en nylon que les opérateurs de terrain utilisent parce qu'il ne reflète pas la lumière et ne fait pas de bruit contre le métal. Un aumônier du Pentagone ne porte pas de Sunto tactique. Un aumônier du Pentagone ne porte pas de Ferragamo. Et un aumônier du Pentagone ne se déplace pas avec deux hommes en costume qui regardent une femme de ménage comme on surveille un point d'extraction. OJA, a dit Maria. Pas fort, pas à l'attention de la salle. Juste assez pour que le ranger l'entende. 3 lettres qui signifiaient « Other Government Agency », le terme générique que le monde militaire utilise pour désigner les gens qui n'ont pas de nom, pas d'insigne, pas d'existence officielle, et dont la présence à un endroit donné ne peut être ni confirmée ni niée. Le ranger a tourné la tête vers la vitre. La douleur a crispé ses traits, mais il a tenu le regard assez longtemps pour voir ce que Maria voyait. Puis il a laissé retomber sa tête sur l'oreiller. Ils ne sont pas là pour moi. Maria a vérifié une dernière fois le drain. Geste inutile. Elle l'avait vérifié il y a 40 secondes, mais ses mains avaient des besoins de faire quelque chose parce que sa tête venait de confirmer ce que son instinct lui hurlait depuis qu'elle avait posé la serpillière. « Ils ne sont jamais là pour le patient », a-t-elle répondu. L'homme au badge d'aumônier se tenait maintenant à l'entrée de la salle de trauma, les mains jointes devant lui dans une posture de bienveillance pastorale si parfaitement exécutée qu'elle en devenait obscène. Andretti hésitait. Quelque chose dans son cerveau de médecin urgentiste lui disait que cette situation avait quitté le domaine de la médecine depuis un bon moment, mais 20 ans de formation lui disaient aussi que le protocole existe pour une raison, et que le protocole dit qu'un aumônier accrédité a le droit de voir un patient militaire. Maria ne regardait plus l'aumônier. Elle regardait le deuxième homme, celui aux mains dans les poches. Sa posture, la distribution de son poids, légèrement avancé sur l'avant du pied, les épaules détendues, mais les coudes légèrement écartés du corps. La posture de quelqu'un qui peut dégainer en moins d'une seconde et demie. Elle connaissait cette posture. Elle l'avait eue. L'intercom a grésillé. Le son a fait sursauter la moitié de la salle. Elle sut en procédure de confinement. Liaison militaire en approche. Tout le personnel est prié de rester à son poste actuel. Andretti s'est retourné. Quoi? Quel confinement? Qui a ordonné ça? Personne n'a répondu parce que personne ne savait. Et dans le silence qui a suivi, l'homme au badge d'aumônier a fait un pas à l'intérieur de la salle. Un seul, petit, précis. Le pas de quelqu'un qui n'a besoin d'aucune autorisation pour entrer où il veut. Maria a posé sa main sur le bord du brancard. Pas pour stabiliser le patient, pour se stabiliser elle-même. Parce que la dernière fois qu'elle avait vu des hommes comme ceux-là, c'était dans un bâtiment en béton à Bagram, derrière une porte sans poignée, dans une pièce où on lui avait expliqué que ses coéquipiers morts n'avaient jamais existé et que la mission qui les avait tués n'avait jamais eu lieu, et que si elle voulait continuer à exister elle-même, il valait mieux qu'elle soit d'accord avec cette version des faits. Le ranger a attrapé son poignet. Pas fort, avec la force mesurée d'un homme qui sait exactement combien d'énergie il lui reste et qui choisit de la dépenser sur ce geste. Ses yeux étaient en clair, lucides et absolument terrifiés. Pas pour lui. Pour elle. « Ils ne t'auront pas, a-t-il soufflé. Pas ce soir. »
Maria a baissé les yeux vers sa main sur son poignet, puis vers les 3 hommes de l'autre côté de la vitre, puis vers le plafond, où les néons bourdonnaient avec cette indifférence mécanique des objets qui ne savent pas que le monde vient de changer en dessous d'eux. « Ce n'est pas ta décision, a-t-elle murmuré. Et ce n'est pas ton combat. » Il a serré plus fort. « Ça l'est si on m'a tiré dessus juste pour te faire sortir de ton couloir. » Maria n'a rien répondu, parce qu'il avait raison, et parce que les stores de la vitre venaient de commencer à descendre, centimètre par centimètre, sans que personne dans la salle n'ait touché la commande. Le store s'est arrêté à mi-hauteur, assez bas pour couper la vue depuis le couloir, assez haut pour que le message soit clair. On vous voit. On contrôle ce que vous voyez. On contrôle ce que vous ne voyez pas. Le 3e homme, celui au badge d'aumônier, a franchi le seuil. Pas d'annonce, pas de geste vers une poche intérieure, pas de badge brandi. Il a simplement traversé la ligne invisible qui séparait le couloir de la salle de trauma, comme on franchit une porte chez soi. Il a adressé un hochement de tête à Andretti. Pas une salutation. Une formalité. Le genre de hochement qui dit « Je vous vois, vous n'êtes pas pertinent ». Puis ses yeux se sont posés sur Maria. Rios, Maria n'a pas corrigé. N'a pas dit Delgado. N'a pas dit « Ce n'est pas mon nom ». Elle a simplement cessé de bouger, les mains gantées à quelques centimètres du drain thoracique, dans cette immobilité absolue des gens qui savent que le moindre geste peut être interprété comme un signal. Andretti a fait un pas en avant. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes dans ma salle de trauma avec mon patient, et je veux des réponses. Qui a ordonné le confinement? De quel droit êtes-vous ici? Et pourquoi est-ce que vous appelez ma technicienne de surface par un nom qui n'est pas le sien ?» L'homme ne l'a pas regardé, pas par mépris, par économie. On ne gaspille pas de l'attention sur des variables qu'on a déjà neutralisées. Il s'est adressé à Maria. Sa voix était posée, calibrée, le débit exact de quelqu'un qui a appris à parler de manière à ce que chaque mot porte le poids, voulu et pas un gramme de plus. Vous avez quitté le programme sans débriefing, sans entretien de sortie, sans protocole de réintégration, sans laisser de traces. Nous avons laissé faire. Nous n'avons pas lancé de recherche. Nous n'avons pas envoyé de liaison. Nous avons respecté ce que votre dossier de service vous avait mérité. 7 ans de terrain, 114 extractions confirmées, la Silver Star. Nous estimions que vous aviez gagné le droit de disparaître. Il a marqué une pause. Le genre de pause qu'on fait avant le mot, mais quand on veut que l'interlocuteur ait le temps de sentir venir le coup. Mais la signature est réapparue. Et votre silence n'est plus une option. Le rangeur a essayé de se redresser. Trop vite. La douleur l'a plié, le souffle coupé, les moniteurs protestant par une salve de bip aigu. Maria l'a stabilisé d'une main sur l'épaule, paume ferme, doigts écartés, le geste réflexe d'une personne qui a maintenu des hommes couchés sur des civières pendant que des balles traversaient la toile au-dessus de leur tête. Doucement a-t-elle dit. Le poumon tient, mais il ne pardonnera pas un deuxième effort. L'homme en costume a observé le geste. Ses yeux ont enregistré la précision de la main, l'angle de la pression, l'automatisme du mouvement. Et dans son regard, il s'est passé cette lueur infime de confirmation, comme un scientifique qui vient de voir sa théorie se vérifier en laboratoire. « Vous l'avez mis en danger pour me faire sortir », a dit Maria. Elle ne posait pas la question. Elle déroulait une équation dont elle avait déjà trouvé le résultat. « Nous savions que le projectile ne le tuerait pas », a répondu l'homme. « Nous savions qu'il se retrouverait dans un rayon de 10 km de cet établissement. Nous savions qu'il refuserait le traitement. Et nous savions que vous ne pourriez pas rester dans votre couloir en entendant un opérateur parler d'Harry avec un poumon qui lâche. » Chaque phrase tombait comme un fait. Pas comme un aveu, pas comme une excuse, comme une séquence logique dont chaque étape avait été calculée et testée, validée avec la même rigueur qu'on applique à un plan d'opération. Le ranger a tourné la tête vers l'homme. La fureur dans ses yeux aurait suffi à faire reculer n'importe qui dans cette salle. L'homme en costume n'a pas bougé d'1 millimètre. « Tu m'as fait tirer dessus. » Sa voix tremblait, pas de peur, de rage contenue. « Tu as remplacé ma plaque, tu as donné ma position au tireur. Tu m'as envoyé sur un toit en sachant que j'en descendrais avec un trou dans le flanc. Pour la débusquer. » L'homme a soutenu le regard. « Votre incident opérationnel est regrettable, mais nécessaire. » Maria a fermé les yeux. 1 seconde, peut-être 2. Dans cet intervalle, quelque chose s'est déplacé sur son visage. Pas de l'émotion, pas de la colère, quelque chose de plus ancien et de plus lourd. Le poids de la confirmation. Elle savait. Depuis qu'elle avait vu l'angle de la blessure, depuis qu'elle avait reconnu la signature, depuis qu'elle avait compris que le tireur connaissait l'emplacement de la plaque, elle savait.
mais savoir dans sa tête et l'entendre formulé par la voix d'un homme en costume dans une salle de trauma du New Jersey, ça n'a pas le même goût. Ça a le goût de la rouille, le goût du sang séché dans la bouche quand on se relève d'un sol qu'on n'aurait jamais dû toucher. Elle a rouvert les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme a joint les mains devant lui, le geste pastoral. Délibéré, obscène. « Nous ne vous demandons pas de revenir. Nous vous demandons le silence, définitif, total. En échange, vous recevez une identité neuve, des documents propres, un transfert dans un autre état, une vie sans trace. » Maria n'a rien dit, le ranger non plus. Les moniteurs bipaient. Quelque part dans le couloir, derrière les stores à moitié baissés, un chariot de soins a roulé, ses roues grinçant sur le linoléum. Le son le plus ordinaire du monde dans une pièce où plus rien ne l'était. « Et si je refuse ?» a dit Maria. L'homme n'a pas scié. Il a parlé sur le même ton exact, le même débit, la même modulation, comme si la phrase qu'il allait prononcer avait le même poids que celle d'avant, comme si elle appartenait à la même catégorie d'information. Votre fille est inscrite à Lincoln Elementary, 2e année. Classe de Madame Garner. Elle sort à 15h20 par l'entrée sud. Le mardi, elle attend sous le préau parce que vous finissez plus tard. » Le silence qui a suivi n'avait plus de texture, c'était un vide. Un trou découpé dans l'air de la pièce. L'infirmière la plus proche de la porte a porté la main à sa bouche. Andretti a fait un pas en arrière, instinctivement, comme si les mots eux-mêmes étaient une menace physique. Le résident qui tenait encore son téléphone l'a lâché. L'écran a claqué contre le sol. Personne n'a regardé. Maria n'a pas bougé, n'a pas tremblé, n'a pas serré les poings. Son visage est resté exactement tel qu'il était, figé dans cette neutralité minérale qu'elle maintenait depuis le début. Mais ses yeux avaient changé. Quelque chose venait de mourir dedans. Pas la peur, pas l'espoir. La dernière illusion que 4 ans de serpillière et de shift de nuit et de badge sans nom de famille avaient en suffi à la rendre invisible. Le ranger a lâché le rail du brancard. Sa main tremblait, mais sa voix était un fil d'acier. « Tu ne touches pas à sa famille. » L'homme a incliné légèrement la tête. Pas de menace, pas de geste, juste l'inclinaison. « Je n'ai rien formulé qui ressemble à une menace. J'ai énoncé un fait. Un fait, c'est quand nous savons. Une menace, c'est quand nous agissons. Pour le moment, nous savons. » Maria l'a regardé. Longtemps, avec le regard de quelqu'un qui pèse un homme sur une balance dont lui-même ignore l'existence. Puis elle a prononcé 4 mots, si bas que le résident le plus proche a dû se pencher pour les capter. « Sortez de ma salle. » L'homme n'a pas bougé. Maria a fait un pas vers lui. Un seul. Et quelque chose dans ce pas, dans l'aplomb du pied, dans l'axe des épaules, dans l'absence totale de recul ou d'hésitation, a changé la chimie de la pièce. L'homme en costume a cligné des yeux. Une seule fois. La première réaction involontaire qu'il avait eue depuis son entrée. Il a levé les mains, paumes ouvertes, le geste universel de la désescalade. Prenez le temps d'y réfléchir. L'offre reste valable 48 heures, après quoi nous considérerons que votre réponse est votre silence et nous agirons en conséquence. Il s'est retourné. Il a marché vers la porte. Ses chaussures italiennes ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. Les 2 autres silhouettes, derrière la vitre, avaient déjà disparu, comme elles étaient apparues, sans bruit, sans trace, sans confirmation possible qu'elles avaient jamais été là. L'homme s'est arrêté sur le seuil, sans se retourner. Le call sign que vous avez utilisé ce soir était considéré comme retiré du service. Sa réaction confirme qu'il est toujours actif, ce qui signifie que vous êtes toujours active, c'est que vous le souhaitiez ou non. Et il est sorti, le store s'est remonté. Lentement, centimètre par centimètre. Le couloir derrière la vitre était vide, propre, éclairé au néon, comme si rien ne s'était passé, comme si personne n'était venu, comme si les 48 heures n'avaient jamais été prononcées. Maria a retiré ses gants, lentement, un doigt après l'autre. Elle les a pliés l'un dans l'autre, ce geste automatique qu'on apprend le premier jour en bloc opératoire et qu'on ne désapprend jamais, et les a déposés dans la poubelle biohazard. Le petit bruit sourd du latex contre le plastique a résonné dans la salle comme un point final. Personne ne parlait. Andretti était adossé au comptoir, les bras le long du corps, le visage d'un homme dont la nuit de garde vient de basculer dans une dimension qu'aucun cursus de médecine ne prépare à affronter. Les résidents se tenaient en retrait, immobiles, avec cette raideur particulière des gens qui viennent tensant de comprendre qu'ils ont assisté à quelque chose qu'on ne leur demandera pas de raconter, mais qu'on leur demandera peut-être d'oublier. L'infirmière qui avait porté la main à sa bouche ne l'avait toujours pas retirée. Maria s'est tournée vers le brancard.
Le ranger la regardait, pas avec gratitude, pas avec dette, avec cette chose plus profonde que les mots ne capturent pas, la reconnaissance mutuelle de deux personnes qui ont traversé la même obscurité et qui se retrouvent dans de l'autre côté, abîmées, debout, dans une lumière qui ne leur était pas destinée. « Tu vas respirer, a dit Maria. Le poumon est décomprimé, le drain fonctionne, la saturation remonte. À partir de maintenant, c'est leur travail. » Elle a désigné les chirurgiens d'un mouvement du menton, pas un geste méprisant, un geste de transmission, de relais, comme un coureur qui passe le témoin en sachant que les prochains mètres ne lui appartiennent plus. Andretti a ouvert la bouche. La question qui se formait sur ses lèvres était visible à l'œil nu. « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Comment se fait-il que, pendant 3 ans, vous ayez nettoyé mes sols alors que vous saviez faire tout ça ?» Mais il ne l'a pas posé. Peut-être parce qu'il avait compris que la réponse ne lui appartenait pas. Peut-être parce qu'il avait vu les hommes en costume et que quelque chose dans son instinct de survie lui soufflait que certaines réponses coûtent plus cher que l'ignorance. Le ranger a attrapé la main de Maria. Pas son poignet cette fois. Sa main. Le geste était faible, tremblant, vidé de la force qui avait tenu 17 soignants en respect 1 heure plus tôt. Mais il était délibéré. « Merci », a-t-il soufflé. « Pas pour le poumon, pour être revenu dans un monde qui ne te mérite pas. » Maria l'a regardé. Quelque chose a bougé au coin de sa bouche. Pas un sourire. L'embryon d'un sourire, le fantôme d'un sourire qui aurait pu naître si les circonstances avaient été différentes, si la nuit avait été différente, si les 4 dernières années avaient été différentes. « Tu méritais de respirer », a-t-elle dit. « C'est suffisant. » Il a fermé les yeux, pas sous l'effet de la sédation, personne ne l'avait sédaté, pas sous l'effet de l'épuisement, même si l'épuisement était là, massif, écrasant. Il a fermé les yeux parce que, pour la première fois, depuis le toit où il avait pris la balle, il se sentait en sécurité réelle. Le genre de sécurité qu'aucun protocole, aucune agence, aucun homme en costume ne peut offrir. La sécurité d'avoir été vu par quelqu'un qui sait exactement ce que vous êtes et qui reste quand même. Maria a reculé d'un pas, puis d'un autre. L'espace autour du brancard s'est ouvert devant elle, pas parce que quelqu'un lui a demandé de partir, parce que tout le monde s'est écarté, sans un mot, sans un geste, sans une instruction. Le personnel s'est simplement fendu sur son passage, de la même façon instinctive qu'un courant se divise autour d'un rocher. Pas de l'applaudissement, pas de la révérence, de l'espace. L'espace qu'on accorde enfin à quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment regardé. Elle s'est arrêtée à la porte, sa main s'est posée sur le chambranle. Ses doigts étaient propres, elle avait lavé le sang du ranger, le sien propre d'il y a 4 ans, et celui, invisible, des 114 personnes qu'elle avait extraites de endroits dont les noms n'apparaissent sur aucune carte publique. Pendant un instant, elle était restée là, le dos tourné à la salle, le visage tourné vers le couloir vide. Puis elle a regardé par-dessus son épaule. Pas vers les chirurgiens, pas vers les hommes en costume qui n'étaient plus là, vers le ranger, vers l'homme qu'elle avait un jour recousu sous des étoiles qu'on ne voit que quand il n'y a plus de lumière artificielle à des kilomètres à la ronde. « Je viendrai demain », a-t-elle dit, « et après-demain, et le jour d'après. Je laverai ces sols parce que c'est ce que j'ai choisi de faire, pas parce qu'ils me l'ont demandé, pas parce que c'est tout ce que je sais faire, parce que c'est la vie que je me suis construite quand la leur m'a recraché. Et ce que je sais, ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ça mourra avec moi. Non pas parce qu'ils l'ont exigé, mais parce que les gens que ça concernait sont déjà morts. Et les morts n'ont pas besoin qu'on parle pour eux. Andretti a dégluti. Le son était audible par-dessus les moniteurs. La plus jeune des résidentes avait les yeux rouges. L'agent de sécurité, celui qui avait voulu les sangles de contention au début de la nuit, se tenait au garde à vous sans même s'en rendre compte. Maria a lâché le chambranle. Elle a traversé le couloir. Ses pas étaient souples, réguliers, le même rythme qu'à l'arrivée, le même rythme qu'elle avait tous les soirs, en poussant son seau d'une aile à l'autre. À mi-chemin, elle a retrouvé sa serpillière, toujours appuyée contre le mur, exactement là où elle l'avait laissée. Elle l'a prise, a récupéré le seau, et elle a recommencé à laver le sol. Le néon bourdonnait au-dessus de sa tête. Le linoléum luisait sous les passages réguliers de la serpillière. Quelque part derrière elle, les moniteurs du trauma émettèrent leur bip régulier, stable maintenant, presque rassurant. La guerre s'était dû replier. Elle s'était glissée de nouveau dans les veines d'une femme invisible avec un sceau et un badge où il manquait un nom de famille. Et dans la salle de trauma, le ranger respirait, les yeux fermés, la main encore ouverte à l'endroit exact où elle avait tenu la sienne.
Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Pas pour l'algorithme, pas pour les chiffres. Pour ceux qui ont servi, sauvé et disparu pour que d'autres n'aient pas à le faire. Laissez un commentaire. 2 mots suffisent. Never judge.